Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Samedi dernier, à Paris, 2 femmes imams ont guidé la prière musulmane, un fait inédit en France, d'autant que l'assemblée était complètement mixte, la cérémonie majoritairement célébrée en français et le port du voile non obligatoire. Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinet, ces 2 imams ont pour projet de créer une mosquée progressiste ouverte à tous, où femmes et hommes seraient sur le même pied d'égalité dans la prière. Si des mosquées mixtes ou destinées aux femmes existent déjà aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Danemark, aucun lieu de ce type n'a encore ouvert ses portes dans l'Hexagone. Pourtant, dans le Coran, aucun verset n'interdit à une femme de conduire la prière. Le renouveau de l'islam passera-t-il par les femmes ? Nous recevons Karina Baloul pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue et vous êtes la première femme imam en France depuis le printemps dernier. Un petit bruit de micro, Karina Baloul. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer comment vous avez fait pour devenir imam ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir imam ? Vous savez que l'islam est une religion où il n'y a pas d'autorité cléricale centrale, donc ça ne se passe pas comme pour l'Église catholique où c'est l'Église qui désigne les prêtres. En islam, c'est plutôt la communauté que vous créez autour de vous, c'est-à-dire quand on arrive à créer une congrégation religieuse qui adhère à notre discours en tant qu'imam et en tant que ministre du culte, eh bien, à partir de ce moment-là, on est imam. Donc, en fait, ce sont les fidèles qui font de vous un imam. Et alors, qui sont ces fidèles qui vous ont fait imam ? Eh bien, ce sont des personnes autour de moi que je connais depuis un certain temps et qui suivent un petit peu mon parcours et mon intérêt pour la religion, mon intérêt pour le renouveau de la pensée musulmane et qui trouvent que cette démarche est tout à fait intéressante et adéquate à l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, voilà, il y a des personnes qui m'ont sollicité pour officier lors d'une prière mortuaire au mois de mai. Ça a été mon premier office religieux. Puis après, pour célébrer des mariages et faire des prières collectives. Karina Baloul, avant d'être ordonnée imam, vous avez été islamologue, vous avez donc fait des études, vous avez étudié l'islam. Qu'est-ce que vous avez étudié en particulier ? Comment s'est fait votre cheminement intellectuel et puis peut-être aussi religieux ? Alors, j'ai d'abord étudié l'islam dans la tradition, c'est-à-dire que moi, je suis née en France, mais j'ai grandi en Algérie, hein, et en Algérie, j'ai vraiment étudié l'islam dans la tradition de l'école malékite, notamment, qui est l'école en vigueur dans le Maghreb. Et puis, j'ai fait des études de droit, donc j'ai étudié aussi la charia et son impact sur le droit positif. Et puis après, une fois en France, depuis quelques années, j'ai décidé en fait de faire un parcours universitaire et m'intéresser à la recherche scientifique en islamologie. Ce qui est complètement différent comme méthode d'approche du fait religieux. Et je trouve cette approche-là très très intéressante parce qu'elle ouvre vraiment les perspectives. Et elle permet aussi d'exercer un esprit critique vis-à-vis de la pensée religieuse dominante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette autre méthode, la vision universitaire de l'islam ? Eh bien, une méthode de recherche, une ouverture surtout, une ouverture d'esprit. Et puis surtout, le plus important, c'est d'aborder le fait religieux à travers l'histoire. Ça, c'est très important. Ça m'a vraiment permis de découvrir comment la pensée musulmane a évolué dans le temps, dans l'histoire, en fonction des contextes socio-historiques, en fonction de l'anthropologie musulmane de chaque époque. Et ça, c'est vraiment très, très important, je crois, aujourd'hui, pour avoir une compréhension d'où l'on vient, et puis où on est aujourd'hui. On se trouve avec toutes les problématiques que nous vivons aujourd'hui dans l'islam, et puis après, pouvoir peut-être réfléchir à de nouvelles perspectives. Mais alors comment faites-vous pour concilier cette approche avec l'idée selon laquelle il y aurait une parole qui viendrait directement de Dieu et qui ne serait donc pas historicisable, c'est-à-dire qui n'aurait pas d'histoire puisqu'elle viendrait directement de lui et finalement
les différentes médiations qu'en feraient les hommes seraient strictement sans importance? Eh bien non, justement, quand on fait des études en islamologie, tout ça est remis en question. On se questionne beaucoup sur le contexte historique dans lequel la révélation s'est faite et puis comment cette révélation a été faite. Et puis surtout, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que dans l'histoire de la pensée musulmane, toutes ces questions-là se sont posées aussi. Nous connaissons par exemple le courant mutazilite, qui est le courant de la théologie rationnelle, en fait, qui a réfléchi à cette question de l'histoire du Coran créé ou incréé. C'est-à-dire, la position prédominante aujourd'hui de l'orthodoxie musulmane, c'est de dire que le Coran est incréé. Donc il est intouchable, on ne peut pas l'historiciser, pour essayer de comprendre effectivement quel était le sens de la révélation. Alors que ce courant-là, donc dès le départ, et puis aujourd'hui, à travers la recherche scientifique, effectivement, on cherche à comprendre quel a été le contexte historique et quel a été finalement l'impact de ce contexte historique sur les grands concepts ou les grandes idées du texte coranique. Mais c'est littéralement incroyable parce que généralement, lorsqu'on a affaire à des critiques bibliques, par exemple en France, lorsqu'il y a eu un développement des études bibliques, elles se sont faites strictement au moment où la laïcité gagnait du terrain. Est-il possible d'être croyant? J'imagine que vous êtes croyante puisqu'imam. Est-il possible d'être croyante et de voir derrière les textes la trace d'une main ou de plusieurs mains humaines? Tout à fait. Moi, je crois que c'est vraiment, même c'est important, c'est fondamental pour avoir une foi complètement débarrassée de tout ce qui a été rajouté comme fausses croyances, comme certains stéréotypes. Donnez-nous des exemples. Eh bien, il y a beaucoup de superstitions, en fait, dans toute religion d'ailleurs, hein, dans toutes les croyances, on trouve beaucoup de superstitions sur ce qu'est le prophète lui-même, par exemple, la figure du prophète. Était-ce un homme ou un homme extraordinaire qui avait presque des pouvoirs surnaturels ou alors un homme comme un autre qui a vécu dans un contexte social? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que c'était un homme qui a vécu dans un contexte social et voilà, qu'il a été influencé forcément par ce contexte, même s'il avait une éthique exceptionnelle, extraordinaire. Et voilà, et ce qui est important, c'est de voir que cet homme-là peut être un modèle pour nous aujourd'hui en tant qu'être humain qui a évolué dans son contexte, mais qui a fait au mieux pour arriver à se réaliser en tant qu'être humain, et donc qui pourrait être un modèle inspirant, mais voilà, sans lui donner un quelconque pouvoir extraordinaire. Quand vous avez étudié le Coran du point de vue historique, ça veut dire que vous avez vu des apports, des choses qui ont apparu jadis, d'autres qui pourraient disparaître dans le futur, Kahina Bahloul, mais justement, je vois que vous n'êtes pas voilée, par exemple. Alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, le voile est parfaitement superflu, ou en tout cas, une femme, a fortiori une imam, peut ne pas le porter? Bien sûr, tout à fait. Je me suis beaucoup intéressée à la question du voile, j'ai beaucoup étudié les textes. Et je me suis rendu compte que cette question du voile qui devient le symbole de l'islam aujourd'hui, et en fait, n'est qu'une question d'interprétation humaine à travers le temps, à travers l'histoire de la pensée musulmane. Et en réalité, quand on revient au texte coranique, il n'y a rien qui oblige la femme à se couvrir les cheveux. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir une parole de femme et de redire et s'autoriser à lire les textes, à les lire et les interpréter et dire aux femmes en tant que femme, il faut s'approprier le texte coranique aussi. Et justement, cette parole de femme, le fait que vous soyez une femme, qu'est-ce que ça signifie concrètement par rapport aux fidèles? C'est une manière, malgré tout, d'introduire une profonde nouveauté dans le rapport au texte, à la religion. Quelle réaction cela suscite-t-il, Kahina Bahloul?
Oui, alors ça suscite beaucoup de réactions. Il y a évidemment beaucoup de critiques. Parfois, je reçois aussi des insultes et des menaces. Mais par ailleurs, il y a aussi beaucoup de gens qui manifestent leur soutien. Beaucoup de gens attendaient cette initiative, et notamment beaucoup de femmes. Je reçois plein de messages en ce moment, et j'ai été très touchée par un message que j'ai reçu il y a 2 jours d'une femme qui m'écrivait d'Algérie et qui me disait c'est vraiment une bouffée d'air frais de vous entendre parler, et puis notamment de vous entendre parler sur la question du voile. Elle disait, moi je vis en Algérie et même si je n'ai pas envie de porter le voile, mais il y a quand même la pression sociale qui est là et qui fait que je dois le porter. Donc c'est pas toujours un choix de porter le voile. Vous parlez des insultes, des menaces. On imagine qu'il faut être très courageuse pour porter un combat tel que le vôtre, Kahina Bahloul. Pourquoi faites-vous cela ? Je le fais vraiment par conviction, et puis après, c'est quelque chose qui vient de tout un parcours, de mon parcours personnel, parce que je suis née dans une famille aux multiples origines. Vous savez que mon père est d'origine algérienne, donc musulman, mais du côté de ma mère est française, mon grand-père maternel est français catholique, ma grand-mère maternelle est juive polonaise. Et donc cette question du rapport de l'islam aux autres religions m'a toujours... j'y ai toujours réfléchi depuis très très jeune. Et puis après, en tant que femme aussi, ayant grandi en Algérie, la place de la femme m'a beaucoup questionnée aussi. Et le poids du patriarcat, qui écrase la liberté individuelle et collective des femmes. Et puis après, j'ai vécu aussi dans l'Algérie de la décennie noire, donc j'ai connu, la violence terroriste de la décennie noire en Algérie. J'ai encore en tête ces images de l'Algérie en guerre, des bombes qui explosent, de femmes qui se font agresser à l'acide parce qu'elles ne portaient pas le voile, des femmes défigurées, des femmes assassinées parce qu'elles ont refusé de porter le voile. Et tout ça a été traumatique pour moi. Et le fait et les attentats de 2015 à Paris, en fait, ont fait ressurgir toute cette mémoire-là. Et je me suis dit que là, il fallait absolument faire quelque chose, d'autant plus que je maîtrise bien la langue arabe. Je l'ai étudiée, j'ai fait des études supérieures en langue arabe. Et donc, je maîtrise bien le texte, enfin la lecture du texte coranique. Et donc, je me suis dit, il faut absolument faire de la recherche scientifique pour comprendre tout ça. Et lorsque vous êtes lancé là-dedans, vous ne vous êtes pas dit que c'était courir des risques extrêmement importants ? Non, bien sûr que je le sais très bien. Comme je vous le disais, j'ai connu l'Algérie de la décennie noire et je connais la violence des mouvements fondamentalistes, mais je prends ce risque. Quand on prend aucun risque dans la vie, on ne fait rien. Et je prends ce risque, et puis je suis quand même aussi reconnaissante de me dire que je vis dans un pays démocratique où si je sens que ma vie est menacée, je peux avoir recours à une protection. Et puisque vous avez parlé de l'Algérie, Kahina Bahloul, où vous avez vécu pendant de nombreuses années, quel regard portez-vous justement sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette volonté de démocratisation, cette crainte, alors peut-être une crainte déplacée que les religieux reprennent le pouvoir, et je parle des religieux radicaux. Oui. Qu'en pensez-vous ? Je pense que la menace est encore là, on le voit encore tous les jours. On voit tous les jeunes musulmans radicalisés en France qui sont partis faire le djihad en Syrie. Je pense que la menace est toujours présente. L'islam politique, de toute façon, ne lâche rien. En Algérie ? Et en Algérie. Alors, en Algérie... je trouve qu'il y a un véritable espoir en ce moment, moi, qui me donne envie de croire en un renouveau, en quelque chose peut-être de croire en cette jeunesse qui a une maturité, qui a montré vraiment une maturité incroyable de faire... ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils manifestent, qu'ils descendent dans les rues partout dans le pays, mais vraiment toujours sous le slogan de Silmiya, c'est-à-dire de faire ça de manière tout à fait pacifique. Ça, c'est extraordinaire pour un pays comme l'Algérie, mais je pense que l'Algérie a vécu tellement de traumatismes
que le peuple a pris les leçons de son histoire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aurait une possibilité pour des religieux modérés ou des religieux éclairés, je ne sais pas quel qualificatif employer, bref, un peu ces religieux que vous incarnez, Kahina Bahloul, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de gouverner les débats ou de faire en sorte en tout cas que la religion soit arrachée aux fondamentalistes? Oui, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a le regard braqué vers l'Europe, vers ce qui se passe en Europe. Et comme je vous le disais, je reçois beaucoup de messages, moi, de la part de beaucoup de personnes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils attendent de voir ce que nous, musulmans de France, musulmans d'Europe, on peut aussi, ce qu'on peut faire, comment la recherche scientifique qui est très avancée dans nos pays, ici en Europe, peut apporter tout son éclairage à la lecture des textes et au vécu religieux. Et je pense que ça inspire beaucoup de gens de l'autre côté de la Méditerranée, et en Algérie notamment. Pensez-vous que vous êtes beaucoup, on entend surtout les radicaux, les fanatisés, y a-t-il aujourd'hui un véritable espace social pour les musulmans modérés au sein du clergé musulman? Au sein du clergé, c'est compliqué. Alors clairement, le CFCM a donné son avis sur la question de l'imamat féminin et étant donné que le CFCM a adopté la position de l'islam orthodoxe, ils ne reconnaissent pas l'imamat féminin de toute façon. Mais je crois qu'il faut que nous, nouveaux acteurs de l'islam de France, prenions toute notre place parce que nous vivons dans un pays démocratique. Et nous représentons une voix qui existe. Beaucoup de musulmans se reconnaissent dans notre démarche et voient en nous, en tout cas, des personnes légitimes pour les représenter. Donc, à un moment donné, de toute façon, il va falloir faire avec nous. Et au sein du soufisme, puisque c'est le soufisme auquel vous vous rattachez, Kahina Bahloul, est-ce qu'il y aurait là une écoute peut-être plus attentive, plus ouverte de l'imama ? Oui, bien sûr. Au sein du soufisme, on a toujours reconnu une place importante aux femmes parce que voilà, des grands penseurs du soufisme, notamment Ibn Arabi par exemple, sur lequel je travaille pour ma thèse de doctorat, a toujours reconnu la place de la femme et a tout à fait reconnu la légitimité de la femme à être imam par exemple et à pouvoir donc se réaliser spirituellement tout autant qu'un homme. Kahina Bahloul, vous êtes islamologue, première femme imam en France. Vous serez rejointe dans quelques instants par Ghaleb Bencher, il est islamologue. Lui aussi, président de la Fondation de l'Islam de France et producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. On évoquera les différentes questions auxquelles est confronté l'islam de France et puis on verra dans quelle mesure votre présence, le travail qui est fait par les religieux modérés peut permettre un certain nombre d'évolutions pour les musulmans en France. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h20, le renouveau de l'islam passera-t-il par les femmes? Samedi dernier à Paris, 2 femmes imams ont guidé un temps de prière musulman devant une assemblée mixte, un événement quasi inédit qui nous pousse à nous questionner sur la place des femmes au sein de l'islam en France et sur la manière dont les textes sacrés peuvent être réinterprétés à notre époque. Nous accueillons Kahina Bahloul, islamologue, première femme imam en France, et celle-ci est rejointe par Ghaleb Bencher que je salue. Ghaleb Bencher, vous êtes islamologue, président de la Fondation de l'Islam de France et également producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Avec tout d'abord une question, Ghaleb Bencher, votre regard sur l'islam en France. Mon regard sur l'islam en France, d'abord en ce qui concerne les citoyens de confession islamique, dans leur majorité, ils vaquent à leurs occupations d'une manière sereine et ils aspirent à réussir leur vie d'hommes et de femmes comme l'ensemble de leurs compatriotes. En revanche, en ce qui concerne l'islam dit institutionnel, il y a quelques remous, c'est vrai. Et indépendamment de ces deux aspects, il y a un arc de cercle, une gamme, un spectre, si je puis dire, qui va depuis
le salafisme ou l'offensive wahhabo-salafiste qui est réelle, jusqu'à l'autre côté, les chantres de ce renouveau, incarnés notamment par Kahina Bahloul. Vous avez posé une question, est-ce que le renouveau de l'islam passe par les femmes? La réponse est assurément oui. Kahina Bahloul, je vous ai entendu tout à l'heure tenir un discours extrêmement moderniste, expliquant que les textes devaient être relus, qu'il fallait contextualiser, qu'il fallait mettre de l'histoire là où certaines personnes voudraient ne pas en mettre, que des choses que l'on pensait obligatoires ou que d'aucuns disent obligatoires, telles que par exemple le voile, sont en réalité superflues. Est-il possible d'imaginer que des femmes comme vous, des personnes comme vous, deviennent majoritaires ou en tout cas entendues dans l'islam de France aujourd'hui? Eh bien écoutez, je l'espère. J'espère vraiment que les femmes puissent prendre de plus en plus toute leur place au sein des institutions représentatives de l'islam de France, mais aussi au sein des lieux de culte, dans les mosquées, dans les associations qui gèrent les mosquées, parce qu'aujourd'hui, faut dire ce qui est, la place des femmes est souvent reléguée à la femme est souvent reléguée à des tâches complètement secondaires, et je pense qu'il faut absolument arriver à rétablir donc à pouvoir rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes au sein de l'islam en France. Mais alors comment pouvez-vous faire? Parce que s'il y a de nombreux remous, comme disait Galeb Bencher, dans l'islam de France, remous entre les différents pays qui essayent de peser, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, mais aussi remous parce qu'il y a différentes tendances qui se disputent le pouvoir, eux au moins ils sont d'accord sur une chose, sur le fait que les femmes doivent être reléguées au second plan. Oui, ça, dans l'islam conservateur, et malheureusement avec ces dernières décennies, avec l'émergence d'un islam conservateur et fondamentaliste, eh bien, celui-ci a forcément eu un impact sur même l'islam traditionnel pratiqué quotidiennement. Et oui, il y a un réel impact de la part de cet islam-là. Et je pense que oui, les femmes aujourd'hui ont toute leur place à prendre, et c'est important qu'elles la prennent. Et parmi les différentes affaires, les différents remous qui traversent l'islam de France, il y a le cas Tariq Ramadan. Je ne vais pas vous interroger, Galeb Bencher, sur l'aspect judiciaire de cette affaire. En revanche, sur l'aspect sociétal. Tariq Ramadan était probablement le prédicateur le plus populaire à l'échelle européenne parmi les musulmans. Aujourd'hui, son rôle est amoindri. Peut-être cela changera-t-il, mais ni vous ni moi ne prévoyons l'avenir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre sa place? Quelles sont les conséquences de ce point de vue-là de l'affaire Ramadan? Peut-être une recomposition du champ de la prédication, qu'il faut laisser à plus de sagesse, de pertinence, d'intelligence pour former notamment une jeunesse dans un esprit républicain en ce qui concerne notre pays, mais aussi à plus d'avenir épousant les acquis de la modernité, des intrications de la politique avec la religion, liberté de conscience, égalité foncière et fondamentale entre les hommes et les femmes, désacralisation de la violence. C'est ce qui est aussi un autre champ de la plus haute importance, c'est l'autonomisation du champ du savoir par rapport aux données révélées, par rapport à la religion d'une manière générale. Donc ça doit être nos aspirations à l'avenir, notamment pour la jeunesse musulmane. Le reste, comme vous l'avez si bien dit, ni vous ni moi ne pourrons prévoir cet avenir. Votre point de vue, Kahina Bahloul, encore une fois, pas sur l'aspect judiciaire de l'affaire Ramadan, mais sur ce que cet homme représentait du point de vue doctrinal et en tant que force théologico-politique parmi les musulmans. Oui. Ce qui est problématique, c'est que Tariq Ramadan s'est toujours positionné en tant que leader religieux.
et non pas en tant qu'intellectuel ou autre, ou homme politique, par exemple. Et alors, en tant que leader religieux, il a toujours défendu une certaine éthique religieuse, et on a vu malheureusement que lui-même, dans sa vie personnelle, il n'était pas du tout, il n'avait pas du tout ce respect de cette éthique religieuse qu'il défendait dans son discours. Et je pense que beaucoup de musulmans sont très déçus. Mais en même temps, je crois qu'il y a un véritable enseignement aussi à tirer. Vous êtes déçu ? Moi, personnellement, non, je ne suis pas déçue. Je connaissais, je suivais un peu de loin tout le parcours de Tariq Ramadan. Mais moi, juste, je reviens à un point. Et je pense que l'enseignement à tirer de cette affaire, c'est que je crois qu'il faut vraiment rééquilibrer le leadership religieux aujourd'hui entre les hommes et les femmes, toujours. Parce que je considère que si le jour où les femmes arriveront vraiment à occuper leur place pleine et entière dans ce leadership religieux, eh bien on arrêtera de les regarder comme des petits êtres faibles sur lesquels on peut avoir une emprise psychologique totale, comme l'a fait Tariq Ramadan. Mais alors, au-delà de cela, il incarnait une position qui était une position, comment pourrait-on la qualifier, conservatrice ? Ultra-conservatrice ? Eh bien, on ne savait pas trop, il se définissait comme un réformateur, mais en réalité, c'était quelqu'un aussi qui prenait, par exemple, l'obligation religieuse de porter le voile. Donc, moi, je ne comprenais pas trop ses positions religieuses. Et aujourd'hui, Ghaleb Bencher, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que d'autres Tariq Ramadan viennent, d'autres personnes avec une vision assez rigoriste? Alors, il s'en défend, il dit qu'il a toujours considéré que la République passait avant la charia, mais d'autres textes laisseraient à penser qu'il n'a pas toujours dit ça partout, bref. Sincèrement, je n'ai pas envie de m'appesantir sur ce cas précis, le cas de l'homme, de Tariq Ramadan. En revanche... Ça n'est pas un homme, c'est une position politique au sein de la communauté. C'est pour ça qu'il faut la dépasser. Il faut la dépasser résolument. C'est une recomposition maintenant du champ de la prédication, si je puis dire. Pour cela, il faut d'abord qu'il y ait des imams, hommes et femmes bien formés à la fois aux valeurs de la République, en les mettant en congruence, en les mettant en harmonie avec les valeurs et l'éthique spirituelle. De ce point de vue-là, nous pensons qu'il va y avoir, notamment dans la jeunesse, des prédicateurs, des imams, hommes et femmes, qui vont sortir du rigorisme, d'une approche conservatrice et surtout de l'obsession de la norme religieuse. Laisser place davantage à l'élévation spirituelle, laisser place davantage à une vie harmonieuse au sein de la nation. Vous opinez du chef Kahina Bahloul, norme religieuse, qu'est-ce que ça éveille en vous? Eh bien, aujourd'hui, il y a une véritable inflation de la norme religieuse et du formalisme religieux au sein de l'islam en général, pas seulement en France, mais partout ailleurs dans le monde. Et je crois faudrait vraiment revenir au sens premier de ce qu'est un message religieux. D'abord à sa spiritualité et aux enseignements spirituels que l'on peut tirer du message coranique, en l'occurrence, en ce qui concerne l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, vous incarnez une position spiritualiste par rapport à d'autres lectures qui seraient littérales, qui seraient de plus en plus radicales, Kahina Bahloul? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ambition de notre projet. C'est de remettre du sens dans toute cette normativité qui prend toute la place et qui est complètement vidée de sens. Notre objectif, c'est de remettre du sens, re-questionner les textes autrement pour en tirer vraiment la quintessence, si j'ose dire, du sens spirituel de ces textes-là. Mais on a la sensation que les religieux, la plupart des religions, pas seulement l'islam, mais l'islam aussi, s'enfonce dans le littéralisme, c'est-à-dire qu'il y a une surenchère un peu partout, c'est le cas dans le judaïsme. Aussi, par exemple, on voit des interprétations extrêmement rigoristes faire assaut de surenchère pour tenter d'avoir de plus en plus de poids sur les religieux. Comment peut-on lutter contre ça ?
Eh bien, il faut revenir encore une fois. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'importance du message spirituel, sur le sens du religieux dans nos vies, le statut, quelle est la conception du religieux que nous faisons, enfin la lecture du religieux et notre rapport au religieux dans le quotidien. C'est très important, mais en même temps aussi, nous le vivons, enfin, dans le judaïsme libéral et dans le christianisme, les mouvements réformistes existent depuis un certain temps maintenant, et ils sont passés notamment par l'approche historico-critique, et je crois que le moment est venu pour l'islam aussi de passer à travers cette lecture-là. Mardi 17 septembre prochain, Galeb Bencher, il y a une conférence internationale de Paris pour la paix et la solidarité avec un accueil de juifs, également de chrétiens, autour de musulmans. C'est une date importante ? La date est importante à triple titre. Et il y a des juifs, des chrétiens et des musulmans, mais il y a aussi d'autres intellectuels ne se définissant pas comme appartenant à une famille spirituelle. Il y a des bouddhistes aussi. Il y a des bouddhistes, il y a des personnes athées, agnostiques. La question, c'est de l'homme, de l'homme ce dont il s'agit, de la personne humaine, indépendamment des appartenances confessionnelles. Alors le cadre est œcuménique, la conférence est internationale. J'ai parlé d'un triple objectif. Le premier, de la ville lumière, la capitale de la France en Europe, il va y avoir une parole forte qui condamne avec force, avec vigueur, avec énergie, qui fustige, qui dénonce le terrorisme abject, la violence à caractère religieux, une bonne fois pour toutes, pour qu'on ne dise pas « Ah, mais où sont les responsables musulmans? Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas suffisamment ?» Ça sera fait depuis Paris. Le deuxième niveau, ça se fait encore une fois avec des juifs, des chrétiens et des musulmans, pas uniquement, parce que récemment, mais malheureusement, nous avons eu coup sur coup Pittsburgh, Christchurch, Colombo, Sri Lanka. Donc la haine, la violence abjecte et aveugle frappe d'une manière indistincte. Et le troisième niveau, c'est aussi une possibilité pour défendre, promouvoir, assurer ce qui nous tient à cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté religieuse, croire, ne pas croire, pouvoir changer de religion, l'égalité foncière entre les êtres, en dignité, mais par-delà le genre. Les hommes et les femmes sont à égale dignité, et puis se réunir au service de l'homme. Il faut le dire, il faut le faire, on le clame haut et fort. Justement, Kaïna Baloul, sur la question du terrorisme, il y a deux thèses qui s'affrontent parmi les sociologues. Les uns disent que l'islam est purement et simplement instrumentalisé par les terroristes. D'autres pensent qu'il y a un lien évident entre certaines tendances de l'islam et le terrorisme. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Eh bien, je pense que les deux avis sont à prendre en compte parce que c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de l'islam par des mouvements politiques. On connaît bien l'émergence du mouvement politique des frères musulmans, par exemple, qui ont toujours prôné une diffusion de l'islam, mais d'abord par la prise politique, par la prise de pouvoir, du pouvoir politique. Donc ça c'est évident. Mais en même temps, on ne peut pas nier aussi le fait que dans certaines lectures traditionnelles, il existe des thématiques, enfin en tout cas il existe des façons d'aborder le religieux qui sont problématiques aujourd'hui et qu'il faut peut-être re-questionner et réinterpréter. Par exemple ? Il y a tout un tas de thématiques qui concernent le mouvement sur lesquels nous travaillons dans le cadre du mouvement réformiste de l'islam, comme par exemple la question du statut de la femme, le pouvoir politique, le califat par exemple, le statut du califat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut absolument faire en sorte d'instaurer le califat aujourd'hui comme c'était... Vous en pensez quoi ? Ça a été fait à l'époque du prophète. Eh bien, écoutez, je pense... Alors, il y a un penseur, un sociologue, Homero Maranjou-Peria, qui a beaucoup travaillé sur la question du paradigme hégémonique. Et je trouve cette idée très, très intéressante parce que, justement, l'islam
quand il existe dans ces pays où il a émergé, hein, dans les pays arabes, en fait, il s'est toujours positionné comme le paradigme hégémonique à suivre qui impose ses règles. Eh bien, aujourd'hui, les choses ont changé, notamment dans les pays occidentaux où l'islam émerge. Et les choses ne sont plus du tout pareilles. Donc, il faut que l'islam réfléchisse de manière différente à une nouvelle façon de gérer ses liens avec les autres, avec l'altérité. L'islam et les musulmans, parce que là aussi le débat a existé. Fallait-il par exemple que le mouvement Not in My Name, pas en mon nom, prenne de l'espace parmi les musulmans, ou bien n'ont-ils pas à se soucier de cela dans la mesure où finalement ils ne peuvent pas être tenus pour responsables vis-à-vis d'actes qu'ils n'ont en rien soutenus? Là aussi, votre point de vue, Kahina Bahloul. Des actes soutenus par... Lorsqu'on a demandé aux musulmans de France de se désolidariser, oui. Alors je dis on, certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait, mais justement, votre point de vue, est-ce qu'il fallait que les musulmans aient une voix particulière? Je pense qu'il est important que les musulmans s'expriment et soient solidaires de toutes les composantes de la société française de laquelle ils vivent. Alors je ne sais pas s'il faut que ce comportement ou que cette demande leur soit imposée, mais peut-être qu'il faudrait que naturellement les musulmans se sentent complètement concernés par tout ce qui se passe ou tout ce qui peut atteindre les autres composantes de notre société française. Mais beaucoup s'expriment hein, de toute façon sur ces questions-là. Galeb Bencher. Sur ce point précis, je note un paradoxe étonnant. D'un côté, en somme, en tense, on demande aux musulmans de se fondre d'une manière caméléonesque dans le corps national. Rien ne doit dépasser, ils sont là, ils sont comme tous leurs compatriotes au sein de la nation. Quand il s'agit de dénoncer le terrorisme, on les somme de se déterminer comme musulmans. Donc il faudrait savoir résoudre ce paradoxe. Mais ça n'empêche pas que les hommes et les femmes appartenant à la tradition religieuse islamique, parce que la sémantique est importante, depuis tout à l'heure j'entends l'islam. Monsieur Islam n'existe pas, c'est une réalité complexe. Et donc les hommes et les femmes appartenant à cette tradition religieuse doivent aussi, comme des êtres humains, réprouver le répréhensible, condamner le condamnable, et ils doivent promouvoir avec leurs semblables ce qui va dans le sens de la cohésion pacifique, nationale. Je ne dis plus vivre ensemble parce que le mot commence à être vraiment galvaudé et on ne sait plus à quoi ça renvoie. C'est cette responsabilité de citoyen qu'il faut savoir partager et assumer. Bon, mais Monsieur Islam n'existe pas, mais il est régulièrement convoqué. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, il est immanquablement polémique avec toute une série de sujets qui ne vous passionnent peut-être pas, mais qui passionnent les réseaux sociaux, comme par exemple le burkini. Alors, ça a été le feuilleton il y a un an. Cet été, il y a eu une tentative de faire revivre le feuilleton. Ça a moins bien marché. Vous en pensez quoi? C'est sérieux? C'est pas sérieux, Kahina Bahloul? Oui... Par rapport au burkini, oui, je trouve que ça prend des proportions un petit peu surdimensionnées par rapport à la problématique elle-même. Et je pense qu'il y a des sujets... Vous savez, quand on polémique sur une chose, on a tendance à la renforcer en réalité. Et je pense qu'à un certain moment, il faut peut-être laisser aller les choses et puis agir autrement. Agir autrement par l'éducation, par l'enseignement du fait religieux, pour faire émerger une autre façon de vivre sa religiosité et d'autres rapports religieux dans notre société. Mais vous trouvez ça dérangeant que des femmes décident de porter un burkini dans des piscines, ou bien ça fait partie de leur liberté, ou bien c'est une fausse question? C'est une question compliquée. Alors moi, ce qui m'a gênée, c'était... Enfin, on sentait très bien que c'était un coup monté, en fait, que c'était... voilà, il y avait là une revendication politique, hein, le religieux, finalement, qui s'exprime à travers une action politique. Là, je trouve ça gênant.
parce que voilà, certaines personnes l'ont ressenti comme une provocation, et je pense que c'est pas du tout l'objectif, ou c'est pas du tout la finalité d'une foi religieuse ou d'une spiritualité. Galeb Bencher, on voit qu'il y a toutes ces polémiques, il y a en fait une difficulté à normaliser Monsieur Islam. C'est vous qui utilisiez ce terme. À chaque fois qu'il apparaît, il y a nécessairement sur la question du vêtement, sur la question du halal. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Il est très difficile d'avoir un point de vue consensuel et apaisé à cet égard. Assurément, encore une fois, le sujet, même si j'ai dit Monsieur Islam n'existe pas et la formule n'est pas de moi et de Tariq Obrou, assurément le sujet est inflammable, il est explosif, il est dérangeant, parce que il y a une réelle crispation autour de ces problématiques. Auprès d'une certaine jeunesse, la question de l'identité a épuisé la question religieuse, et elle s'y est conformée. On en est à des épiphénomènes, en réalité, qui sont d'ordre vestimentaire, alimentaire, qu'on a surinvesti, qu'on a surchargé, et on en arrive à des idioties, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, quant au burkini, puisqu'on l'a abordé, qui là aussi cristallise un paradoxe. Chez les fondamentalistes et salafistes, il n'y a même pas lieu d'aller se baigner devant d'autres personnes, hommes et femmes nus, donc il n'y a même pas lieu d'y aller. Et puis pour d'autres, pour des considérations d'hygiène, d'ordre, de sécurité, on ne peut pas venir aussi se baigner comme ça. Donc à un moment donné, il faut de l'autorité, et j'en appelle à l'autorité de la République. Kaïna Baloul, l'étape supplémentaire pour vous, qui êtes donc la première femme imam en France, c'est d'avoir une mosquée, d'avoir un lieu. Comment les choses peuvent-elles se dérouler maintenant ? Oui, tout à fait. Donc là, nous sommes en train de travailler à trouver des financements pour pouvoir avoir un lieu, créer une véritable mosquée à Paris. Nous espérons. Nous qui ? Nous, oui. Alors quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et puis le projet est porté aussi par un homme avec moi, hein. Je ne suis pas toute seule, Fakir Korshan, qui va être aussi le deuxième, qui va être l'homme imam de cette mosquée. Donc nous avons lancé une campagne de crowdfunding depuis le 1er septembre pour pouvoir collecter des fonds, mais aussi nous devrons chercher des mécènes. Parce que voilà, vous savez très bien que trouver un lieu à Paris, ça coûte beaucoup d'argent, et pour l'instant nous n'avons rien, et puis surtout nous n'avons pas les pays musulmans d'origine derrière nous, comme beaucoup de mosquées le font. Alors nous ne voulons pas qu'un pays ou qu'une partie quelconque nous impose notre façon de lire ou de vivre l'islam. Nous sommes clairement dans une démarche réformiste. Et aujourd'hui, ça nous semble compliqué d'avoir des financements de la part de pays qui prônent un islam rigoriste et conservateur. Et à partir de là, ces pays-là ne volent pas à votre secours, si j'ose dire ? Non, pas du tout. Bon, on va suivre ça. Ceux qui voudraient vous aider dans ce projet, comment peuvent-ils faire, Kaïna Baloul ? Alors, vous pouvez aller sur notre page Facebook Projet Mosquée Fatima, et sur notre page de campagne de crowdfunding qui est sur Hello Asso. Eh bien, on va mettre tout ça sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous restez avec nous, Galeb Bencher, Kaïna Baloul. Je vous présente